Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'immobilier à Bali, donc comment bien investir sur cette destination prisée et voilà, on va voir vraiment tous les aboutissants qu'il faut connaître avant d'investir dans l'immobilier à Bali. Donc, brève présentation. Donc, moi, je suis un reliquat de 10 ans dans la gestion de patrimoine. Je suis dirigeant de plusieurs sociétés qui gravitent autour de l'investissement et de l'immobilier. Et on accompagne une multitude de personnes sur ce type d'actifs depuis pas mal d'années. Donc là, vous avez toutes mes coordonnées si vous avez envie d'en savoir plus et le site donc maletconseil.fr. Donc déjà, dans un premier temps, on va présenter Bali ou plus particulièrement l'île des dieux. C'est voilà, c'est un point essentiel donc de comprendre où on investit et les éléments clés. Donc, tout naturellement va positionner Bali. C'est une île en Indonésie, donc de l'Indonésie. Euh, donc voilà, on peut voir avec le point donc rouge qui le situe. Et donc, on peut voir que l'Australie n'est pas très loin. Donc, et ce n'est pas à côté de la France, autrement. Alors pour les chiffres, donc on a à peu près en termes d'habitants, on est entre 4 millions et 4 millions 5 en termes d'habitants en 2023 et on a une superficie pour l'île qui se situe à peu près entre 5000 aux alentours de 5400 mètres carrés. Et c'est une île donc, qui est située donc, avec une multitude d'îles donc, entre les îles de Java et de Lombok. Donc Bali est apprécié par les touristes du monde entier depuis énormément de temps pour sa culture, sa nourriture et on se sent vraiment dépaysé quand on arrive sur l'île de Bali. Et c'est ça qui fait sa renommée. On a les rizières aussi, où ils cultivent le riz, bien évidemment. Donc voilà, ça fait un moule et une approche qui est très plaisante et une très bonne qualité de vie donc, pour les personnes qui vont s'expatrier et également pour les personnes qui vivent, les locaux, plus les touristes. Donc Bali est arrivé en 2021, choix des voyageurs de TripAdvisor, toutes périodes confondues. Donc c'est une destination qui est en vogue, qui est toujours classée dans les top îles à visiter dans le monde. Donc son attrait ne désemplit pas et au contraire augmente d'année en année. Donc ça, c'est un gros plus quand on investit sur une destination. Comme je dis toujours, il faut que ça soit une marque internationale. On a Bali, Dubaï maintenant, on a bien sûr Paris, New York. Il faut que le nom parle à tout le monde et ça vous permettra aussi de sécuriser et d'avoir une bonne approche sur votre investissement immobilier. Si on parle toujours de localisation en immobilier et bien évidemment, quand on va à l'étranger, c'est exactement pareil. Donc là, on a le PIB de l'Indonésie. Donc on peut voir qu'on a un reliquat quand même depuis 1900, avant 1965. Et on voit très bien que le PIB de l'Indonésie est assez constant. Au final, on a eu une crise en 1997 par là. Et à part ça, on a quand même un lycée qui est très bon quand on regarde le PIB, qui est assez stable, qui se situe voilà, au moins à 5% à l'année. Donc quand on compare celui, par exemple, de la France, on peut voir que le PIB, il n'est pas du tout de 5. Hein. On est plutôt vers 0, 0,5, 1 à la rigueur. Mais on peut voir qu'on est beaucoup plus instable au final que l'Indonésie sur le produit intérieur brut. Donc c'est une donnée à prendre en compte et qui est très intéressante, parce que en plus c'est source Banque mondiale. Donc voilà, c'est aussi intéressant de se positionner sur une économie qui est au final plutôt stable en termes de PIB et qui va nous permettre d'avoir notre investissement, comme on est quand même sur de l'immobilier, on est sur du long terme, moyen long terme, et bah, qui sera plutôt stable au final, hein, même si on n'a pas de boule de cristal, mais en fonction de l'historique. Là, on peut voir donc les revenus. Ça, c'est des revenus de location touristique. Parce que quand on est bien sûr sur un investissement à Bali, la plupart du temps, on fait du touristique parce qu'on n'a pas de restrictions comme on pourrait avoir de plus en plus en France. Et on peut voir que les loyers augmentent. Donc ça, c'est une très bonne chose. Entre 2022, voilà, on a eu 2023
où voilà, on a une belle progression. Et puis 2024, on va se situer aussi avec des bons rendements. Donc, point essentiel, pourquoi investir à Bali? Pourquoi pas la France et pourquoi Bali? On est en termes de destination, une destination qui est un marché florissant. On peut voir qu'elle a été, c'est une destination qui est très stable depuis des années avec un PIB qui est autour de 5 une grande partie du temps. Donc ça, c'est un très bon argument. Et donc voilà, on est vraiment sur une destination qui est en vogue et pas à la mode en tant que telle. Ça fait des années au final que c'est une île qui attire des touristes. Et nous, quand on va louer en tout cas notre villa ou investir, on va vouloir bien sûr avoir un taux de rendement, taux d'occupation qui soit adapté à nos attentes. Et ça permet de diversifier. Si vous avez déjà de l'immobilier en France, ça vous permet d'avoir une belle diversification sur vos placements dans des coins du monde différents. Et ça aussi, ça fait une force pour cet investissement. On sera en Asie, par exemple, si on a déjà de l'immobilier en France, en France, en Europe, et après, on peut avoir d'autres destinations comme les Émirats avec Dubaï ou autres. En termes de diversification, on ne peut pas faire mieux. On va avoir autrement une optimisation sur les revenus locatifs grâce à l'international, parce que on va pouvoir au final faire des choses, avoir des tampons supplémentaires. Vous verrez, parce qu'on crée une société sur Bali pour détenir la villa, et on aura des tampons supplémentaires qu'on n'aurait pas en France en fonction de son approche stratégique. Alors, comme j'ai dit juste avant, donc pour investir sur Bali, et ce que je recommande, c'est de créer une PT-PMA. Là, on va avoir la possibilité de créer une société qui est 100% détenue par un étranger, contrairement par exemple à la Thaïlande. On parle beaucoup de la Thaïlande, et la Thaïlande, c'est toujours compliqué parce qu'il faut qu'on ait un Thaïlandais dans la société. Donc, bon, on n'est pas à 100% libre. Sur Bali, on est complètement sur une autre approche. Donc ça, c'est vraiment un plus. On va être 100% détenteur de sa société. Donc très très bien pour l'Asie. Et on va pouvoir donc voilà, avoir des ajustements en fonction de sa stratégie, comment on investit, etc. Si on investit avec une société qu'on a en France, si on a déjà une holding, si on n'a pas de société, si on la détient directement en personne physique, bon, il va y avoir une grande partie où voilà, on pourra avoir une stratégie différente en fonction de son profil d'investisseur. Un point très important à avoir en tête, c'est le terrain. Donc la détention du terrain dans toute l'Asie, et Bali n'échappe pas à la règle. On va être la plupart du temps en leasehold, donc bail amphithéotique. Donc ça, il faut l'avoir en tête, c'est qu'on va louer le terrain pour une certaine durée. Donc c'est-à-dire que ça va être une durée entre 25 et 30 ans pour Bali, et on va avoir des prolongations, on peut aller à 10, 15, 20 ans en plus, qui seront négociés pour voilà, avoir un ajustement de la durée. Mais par contre, c'est vrai qu'on ne sera pas détenteur de sa villa à vie sur cette méthode d'investissement. C'est pour ça que je dis toujours, Bali est une très belle approche d'investissement, mais plutôt pour faire travailler de la liquidité. C'est-à-dire vous avez des comptes remplis, vous ne savez pas quoi en faire, entre guillemets, et vous voulez investir, et Bali vous parle. Donc là, on va avoir une très bonne approche. Mais c'est vrai qu'on ne va pas faire de patrimonial avec cette destination, selon moi. On sera plutôt sur une solution financière, mais axée sur de l'immobilier. Donc voilà, avoir en tête, on est sur du leasehold la plupart du temps, et on va louer le terrain voilà, jusqu'à une durée spécifique. Et voilà, donc il faut avoir une villa qui fait du rendement pour compenser cela. Donc là, je vais vous mettre des exemples de villas. Bien évidemment, on reste sur de l'immobilier. Donc, comme j'ai dit précédemment, il faut regarder la localisation, pas se perdre non plus des fois sur des coins trop extirpés, parce qu'on peut prendre des risques en plus, et au final, on n'aura peut-être pas une nécessité, parce qu'on a quand même des rendements qui sont déjà importants entre
12, même plutôt 15 jusqu'à 20-25% en fonction des localisations. Donc, ne pas prendre non plus trop de risques. Donc là, je vous mets un exemple de villa une chambre, une, deux chambres que vous pourrez trouver sur le marché en fonction de votre budget. Donc là, on va être plutôt à partir de 165 000 euros de budget. Donc voilà, vous aurez au moins 80-90 mètres carrés de surface habitable avec un rendement qui sera à peu près entre 10 et 15% par an. Donc là, vous aurez déjà eu une villa. Voilà, en termes de budget, plus petit, ça sera plus compliqué. Vous aurez quand même quelque chose de moins qualitatif. Donc là, vous aurez une villa clé en main pour que vous ayez un peu des chiffres et des ordres d'échelle. Derrière, vous allez avoir les 3-4 chambres. On va plutôt être à partir de 300 000 euros pour avoir une 3-4 chambres qui va faire quand même une belle superficie. Et là, souvent, les 3-4 chambres, on aura plus de rendement. On sera plutôt entre 15, au minimum, allez, 15% de rendement et on peut aller des fois frôler les 20. Donc voilà, pareil, ça vous permet d'avoir des idées de montant sur les typologies de villas. Et bien sûr, les villas et le montant dépend de la localisation. En fonction des endroits, vous aurez des terrains qui sont plus ou moins élevés en termes de location, de prix d'acquisition sur ces terrains. Et là, autrement, vous allez avoir des 5-6 chambres. Il faudrait que vous comptiez à peu près au moins 400 000 pour une 5-6 chambres pour avoir une belle superficie. Et pareil, vous aurez des villas vraiment de très bonne qualité et des rendements qui vont être, on va dire, au minimum sur 20% sur ces villas. Mais en fonction des coins, pareil, en fonction bien sûr de la localisation, du terrain, plus vous allez avoir un terrain qui soit élevé en termes de tarifs, plus vous allez rogner votre rendement ou inversement en fonction des projets. Donc ça, il faut l'étudier correctement. Et voilà, ça va vous permettre d'avoir des chiffres de villas, des montants, qu'est-ce que vous pouvez avoir avec votre budget. D'accord? Et nous, bien sûr, nous, on accompagne les personnes, les investisseurs sur leurs investissements sur du clé en main. L'ensemble des villas, et vous verrez, il y a d'autres acteurs qui, dans tous les cas, proposent des villas clé en main. Ça veut dire que vous allez jusqu'au meuble, télé, c'est-à-dire que la personne, quand vous avez acheté votre villa, derrière, elle sera prête à louer. C'est-à-dire que vous aurez un touriste qui pourra venir directement avec sa valise et il aura jusqu'au couvert, etc. Un point aussi essentiel, c'est le financement. Beaucoup de personnes me demandent. Le financement, c'est simple. La plupart du temps, ça va être de la liquidité que vous avez sur vos comptes, de l'épargne ou autre, que vous voulez placer. Ça sera compliqué, même pratiquement impossible, d'avoir un crédit immobilier traditionnel que vous pourrez avoir en France. Donc ça, il faut être conscient, c'est-à-dire que vous allez faire travailler de l'argent que vous avez la plupart du temps en liquidité sur vos comptes. Ou vous avez une possibilité, si par exemple vous avez déjà de l'immobilier en France, ou vous avez soldé des crédits ou d'autres biens annexes, vous allez pouvoir les mettre en hypothèque. Donc, vous allez faire un prêt hypothécaire pour pouvoir dégager cette liquidité, donc ce prêt, et derrière investir sur une villa à Bali. Mais voilà, on est vraiment sur une approche qui est différente. On est vraiment sur un prêt hypothécaire, donc il faut déjà avoir des actifs que vous pourrez mettre en collatéral pour avoir un prêt derrière avec la banque. Mais ça peut être une très belle stratégie, donc à ne pas négliger si vous avez déjà des biens et que vous ne voulez pas vendre et vous n'aviez pas la liquidité disponible. Je ne recommande bien sûr pas de mettre en prêt hypothécaire sa résidence principale. Donc je vous remets un peu l'information, c'est qu'on reste quand même sur un investissement, que ce soit tout type d'investissement qu'il peut avoir. Donc tout investissement comporte des risques de perte partielle ou totale en fonction, en fonction des actifs et sur son capital. Donc une fois qu'on a investi, on a sa villa, on sait qu'il faut le détenir avec une PT-PMA, etc. Et on a toutes les données, qu'on a sélectionné la localité, et derrière, il faut savoir quand même quelle va être la fiscalité.
très important, toujours investir en connaissance de cause et connaître la fiscalité. Donc sur une PT-PMA, vous avez les 3 premières années, c'est 0,5% d'impôt sur le chiffre d'affaires. Et derrière, dès la 4e année, vous aurez 11% d'impôt sur les bénéfices. Vous pouvez bien sûr mettre plusieurs villas en fonction du nombre de villas. Dès que vous allez dépasser un palier, vous allez des fois avoir plus que 11%. Mais voilà, on est autour de 300 000 $. Donc, vous pourrez bien sûr démultiplier PT-PMA pour avoir moins d'imposition. Voilà, il faut être conscient. Donc, les 3 premières années, vous avez 0,5% sur le chiffre d'affaires et derrière, 11% d'impôt sur les bénéfices. Et sur l'aspect particulier, donc là, vous aurez une fiscalité qui est de l'ordre de la flat tax, qui est de 30% pour les investisseurs, bien sûr, français. Après, vous pouvez être sur d'autres destinations. Donc là, il faut voir en fonction de votre imposition et des conventions de non-double imposition. Donc là, par exemple, si je prends l'exemple de la France, vous avez une convention de non-double imposition qui vous permet de ne pas payer plus de 30% d'impôt au total. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas avoir plus que l'impôt français, comme l'impôt indonésien est moindre, entre 10 ou 20 en fonction de ce que vous aurez choisi. Mais voilà, vous ne pourrez pas dépasser 30%. Et là, on va être sur des revenus de capitaux mobiliers. Donc voilà, faire attention, on ne sera pas sur du foncier, parce que comme vous serez détenteur d'une PT-PMA. Donc, capitaux, donc 30%. Donc, ça peut être une belle approche aussi pour les personnes qui vont avoir des tranches d'imposition à 40, 41, 45. Donc là, vous ne pourrez pas dépasser, vous ne serez pas à 41, 45, vous serez à 30 au maximum. Et vous pourrez faire aussi pas mal de tampons avec votre société à l'étranger. Donc voilà, il y a pas mal d'éléments aussi à voir. Donc nous, derrière, on a bien sûr, on accompagne les personnes sur leur villa en complète, mais autrement, on a des offres spécifiques pour pouvoir investir des 10 000 €. Mais ce n'est pas le but de ce webinaire. L'objectif, c'est vraiment que vous compreniez un peu l'approche. C'est un marché qui est différent. Donc, on va louer le terrain. Donc, ça, il faut être conscient. On va louer, donc, un lease de terrain. Vous allez louer pour une certaine durée. Donc, tout se calcule, mais on voit que ça a un intérêt, bien sûr, évident. Mais voilà, il faut savoir que c'est un lease de terrain. On va créer une PT-PMA, donc une SARL française, un peu au même genre que la SCI qu'on aura en France, mais là, on est sur une SARL française, autrement. Et voilà, il y a un ajustement à faire et de bien comprendre la fiscalité, parce que, bien sûr, elle diffère de chaque pays. Et voilà, tout ça à prendre en compte. Donc, c'est vraiment les points essentiels que vous allez retirer de ce webinaire. Et j'espère que vous aurez appris des choses et qui vont vous servir si vous voulez faire un projet. Bien évidemment, je me tiens à votre disposition et je peux répondre à toutes vos questions avec grand plaisir. Donc, merci pour votre attention. Et voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un grand plaisir de répondre à celles-ci et de pouvoir vous guider sur vos projets donc sur Bali en termes immobiliers.